Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire mon bilan lecture du mois de janvier. Si on fait le point vite fait sur ma pile à lire de janvier, c'était 6 livres au total. Et sur ces 6 livres, j'en ai lu 4, ce qui est plutôt pas mal. Mais j'ai quand même lu 7 romans en janvier. Donc en vrai, même si parmi la pile à lire que j'avais choisie, et qu'il y en a 2 que je n'ai pas lu, j'ai quand même plus ou moins atteint mon objectif, même un en plus. Donc je suis assez contente. Écoutez, j'ai eu une seule petite déception, le reste c'était des 4, 4,5 et j'ai eu mon premier 5 étoiles de cette année 2025. Voilà, donc je suis assez contente, même très surprise que ce soit arrivé si vite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par manga et graphique et ensuite je passerai au roman que j'ai lu. Ma première lecture en janvier, ça a été le tome 9 de Sun Affection de Suo Morishita chez édition Akata dans la collection Medium. Sun Affection, c'est définitivement, à chaque fois que je dis ce manga, l'un de mes shoujo préférés, mais de tous les temps. J'ai le tome 10 et le tome 11 qui m'attendent dans ma palle. Vous avez sûrement vu mon book haul de janvier, c'est pas le cas, vous pouvez le voir dans le petit, juste ici, ou là, je sais plus trop. Et évidemment, ça a été mon premier coup de cœur de 2025. Est-ce que c'était assez rapide? Je pense, oui, mais franchement, Suo Morishita ne me déçoit jamais en ce qui concerne son manga. J'ai pas, vous savez, on a souvent cette impression que quand un shoujo avance au-delà de 8 à 10 tomes, on pense souvent que en fait c'est pour rallonger une histoire où il se passe pas forcément grand chose, ou c'est juste pour faire traîner un peu les personnages d'univers sans forcément avoir de but précis. Mais ce que j'aime beaucoup avec Sun Affection et surtout ce tome 9 là, c'est que on a un vrai avancement dans la romance et l'histoire de Yuki et Itsuomi. Et voilà, là, le tome 9, ça commence vraiment à prendre du sens, leur relation commence vraiment à évoluer en un couple vraiment fort, vraiment ensemble, voilà. Et c'est ce que j'apprécie tout particulièrement. J'adore la relation, c'est pas une relation toxique, genre vraiment pas, mais on en apprend un petit peu plus sur Itsuomi, donc ce qui est assez cool d'ailleurs. Et j'aime tellement la relation qu'il a avec Yuki, et j'aime tellement aussi en voir un peu plus sur les parents de Yuki et comment est-ce que et voir leur relation évoluer et voir ce côté vraiment un peu plus adulte qui prend place dans ce shoujo. Franchement, j'adore ce manga, c'est l'un de mes préférés très clairement depuis sa sortie. C'est l'un des rares mangas auxquels je suis à jour au niveau achat, mais pas à jour au niveau lecture, que j'espère pas trop traîner d'ailleurs parce qu'il y a le tome 12 qui sort aussi cette année. Mais c'est vraiment un manga que j'affectionne, un manga que j'adore, et le fait qu'il y a une vraie évolution dans ce shoujo, je surkiffe. Voilà, donc ça a été vraiment mon premier 5 étoiles de cette année 2025, parce que je sais pas, il y a ce truc qui fait que j'adore, et où un shoujo commence à se transformer en un peu plus un josei, où ça parle de... Alors, shoujo, c'est vraiment le côté assez high school, romance, très typique, cliché, bad boy, tout ça. Et josei, ça raconte quand même certains sujets un petit peu plus adultes, où il y a des relations un petit peu plus intimes, voilà. Mais pour moi, tout ce qui se passe à la fac, université, où on est vraiment sur des jeunes adultes, c'est ce que je considère un peu comme le josei. Et j'aime beaucoup qu'au début, on était vraiment sur ce côté mi-shoujo, mi-josei, mais là, on commence vraiment à rentrer, pour moi, je trouve, dans ce côté un petit peu plus josei, sans forcément avoir des scènes très intimes, hein, mais avec un point de vue beaucoup plus adulte. Et j'adore avec ce manga, et j'ai très très hâte en tout cas de lire la suite à l'occasion. Le seul graphique que j'ai lu ce mois-ci, après on passera au livre, c'est La Bête de l'Aquicorne de Kay O'Neill, chez les éditions Bliss, il me semble. Kay O'Neill, c'est la même personne derrière la trilogie du Cercle du Dragonté que j'ai découvert fin de l'année dernière et que j'ai vraiment beaucoup adoré, donc j'ai très envie de découvrir des romans graphiques qu'elle a lus, enfin qu'elle a écrit, et donc je suis passée à la médiathèque et je suis tombée sur La Bête de l'Aquicorne et je me suis dit il faut absolument que je le lise. D'ailleurs j'ai un autre, je suis passée hier à la médiathèque et j'ai trouvé un autre de ces romans graphiques que j'ai pris et que je vais sûrement lire en février. Voilà, ça fait pas partie de ma pile à lire, mais je tiens à vous le dire. Mais il y a quelque chose que j'adore vraiment avec les dessins, l'histoire et les messages importants derrière, surtout celui-ci, derrière La Bête de l'Aquicorne, derrière ce que Kay O'Neill nous propose et écrit. C'est vraiment des romans assez jeunesse, mais avec une pointe de LGBT déjà, ce qui est assez cool, et un côté, surtout pour celui-ci, assez touchant, et sur le fait que le message parle de la fosse maritime et de, comment expliquer, et des barrières de corail et de
tous les déchets qu'on jette et du fait qu'on préserve pas assez l'océan, qu'on oublie souvent, et je trouve ça assez dommage. Dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui vient passer des vacances chez sa tante avec son père, sa mère étant décédée, et elle a toujours adoré la mer, mais c'est vrai que le jour où sa mère est décédée, et ben son père l'a fait partir, l'a emmenée en ville. Et elle n'a jamais vraiment été heureuse qu'en se retrouvant là-bas. Et en fait, elle se rend compte que le village où elle a grandi, c'est pas aussi bien que dans ses souvenirs, puisqu'il y a beaucoup moins de poissons qu'avant et il y a beaucoup plus de tempêtes, donc il y a beaucoup plus d'accidents. Donc voilà, c'est assez compliqué, mais un jour, elle va faire la rencontre, elle va sauver ce qu'elle pense être un hippocampe, mais en fait c'est un aquicorn. Voilà, c'est une licorne de l'océan. Voilà. Et à partir de là, certaines choses vont s'enchaîner, des histoires du passé, de la petite romance aussi à côté, et en apprendre un peu plus sur ce qui est arrivé à sa mère, et en apprendre un peu plus aussi sur le passé de sa maman, de sa tante, et par rapport à comment est-ce que au village, ce qui a été fait a attisé plus ou moins les foudres de l'océan, si on peut dire ça. Je peux pas trop expliquer parce que ça reste quand même une BD, mais j'ai vraiment adoré. J'adore vraiment les dessins que je trouve tellement beaux. Des fois, il y a des planches où ça ne parle absolument pas, mais j'apprécie tellement le style de dessin. C'est des BD jeunesse, hein, très clairement, mais je sais pas, j'adore. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de BD. Je crois que les dernières BD que j'ai lues, j'étais au collège, je vais pas vous mentir, et c'était vraiment Lou, et Lou c'est plus primaire collège, c'était les Nombrides je crois, et les Elfées, mais c'est vrai que j'ai pas retouché de BD depuis quelques années, et là depuis l'année dernière, fin de l'année dernière, je me laisse un petit peu plus plonger dedans, et franchement ça a été une très belle découverte, et j'aime toujours autant ce roman. Je l'ai noté 4,5 d'ailleurs, et j'adore, franchement j'adore. Si vous avez l'occasion de lire Le Statut de Dragonté, qui a 3 tomes, plus 2 tomes ensemble et un tome compagnon / préquel, préquel suite assez compliqué à expliquer, et aussi si vous avez l'occasion de lire La Bête de la Corne, foncez parce que franchement incroyable. Je vais passer maintenant au roman, et le premier roman que j'ai lu après Science Fiction en janvier, c'est Le Hobbit de J.R.R. Tolkien chez édition Pocket. Alors j'avais tellement d'expectations, d'attentes, j'avais tellement d'attentes pour ce roman parce que je voulais savoir comment est-ce qu'un roman de 400 pages a pu être adapté en 3 films et avoir même une version longue. Et laissez-moi vous dire que moi et la high fantasy, ça ne passe mais absolument pas. J'adore la fantasy, j'adore la romantasy, mais en ce qui concerne la high fantasy, genre type Game of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, ça ne passe pas, je n'arrive pas. Je l'ai noté 3 étoiles parce que j'ai adoré me replonger dans cet univers que j'aime tant. J'ai adoré l'univers de J.R.R. Tolkien en lui-même, hein, bien évidemment, mais c'était long, et des fois il y avait des chapitres qui faisaient, je vais pas vous mentir, 40-50 pages, où il se passait pas grand chose, où ça parlait de petits déjeuners, où des fois ça avait des conversations qui n'avaient pas forcément de sens à l'histoire, où c'était juste 40 pages de description sur un personnage, sur un lieu en règle générale, et parfois tu lisais un chapitre où il se passait plein de choses, plein d'actions, plein d'aventures, et c'était vachement chouette. Et le chapitre d'après, Gandalf et le reste, Gandalf, Bilbo, Thorin et le reste des nains rencontraient un personnage, et au lieu d'avancer l'histoire, t'avais Gandalf qui racontait tout ce qui s'était passé dans le chapitre d'avant. C'est-à-dire que non seulement tu t'es tapé les 40 pages du chapitre d'avant où ils étaient dans les... Alors je veux pas trop spoiler, mais avec les gobelins. Mais en plus de ça, il faut que tu tapes le chapitre où Gandalf explique tout ce qui s'est passé 40 pages avant. J'ai rien contre, hein, mais je n'aime pas les répétitions, et ce qu'il faut savoir, c'est que mon cerveau fonctionne différemment quand je lis des livres. C'est-à-dire que s'il y a un livre, s'il y a une page avec énormément de descriptions, mon cerveau, mes yeux vont tout de suite tilter sur les mots qui sont importants, ce qui fait que j'avance assez rapidement en matière de mes lectures. Voilà, c'est comme ça que je lis assez rapidement. Mon cerveau et ma vue en général connectent juste les mots importants pour former une phrase et pas forcément lire toute la phrase. C'est comme ça que ça fonctionne, hein, je peux pas faire autrement. Mais là, j'ai eu énormément de mal, et la high fantasy, c'est vraiment pas fait pour moi. Pour ceux qui veulent découvrir le Hobbit, on va suivre Bilbo Baggins, Bilbo Sackey, voilà, qui est un Hobbit et qui habite à The Shire. Moi, c'est l'anglais parce que j'ai regardé en anglais, évidemment, voilà. Et un jour arrive Gandalf le Gris et lui dit: écoutez, je cherche quelqu'un qui serait prêt à participer à une aventure. Et voilà que Bilbo se retrouve embarqué avec Gandalf, Thorin et Cul de Chêne et tous ces autres nains pour tout simplement, comment expliquer,
Je vais peut-être lire je sais pas. Bilbon Sake, comme tous les hobbits, est un bon vivant qui apprécie sa vie sans histoires sous la colline. Mais un beau jour, Gandalf le magicien et 13 nains bourrus toquent à sa porte. Ce dernier ont décidé de récupérer un trésor qu'on leur a dérobé des années auparavant et sollicitent son aide, en tant que cambrioleur. Voici Bilbo, entraîné dans un voyage périlleux pour une fabuleuse quête, une grande aventure qui mènera cette équipée jusqu'à la montagne solitaire gardée par le dangereux dragon Smaug. Voilà. Bon, je suis contente d'avoir quand même retrouvé l'univers que j'aime beaucoup, mais très clairement, le premier film, Un voyage inattendu, qui est l'un de mes préférés d'ailleurs, c'est les 7 premiers chapitres du livre. Et c'est très long, hein, c'est vraiment très long et je trouve ça dommage. Mais écoutez, dans l'ensemble, j'ai quand même adoré. C'est un roman qui parle de quête, qui parle d'aventure, qui parle d'amitié, qui parle du dépassement de soi, de finalement sortir de sa zone de confort, de sa vie de tous les jours pour partir à l'aventure et découvrir de nouvelles choses, de nouveaux paysages, de nouveaux amis, de nouveaux ennemis aussi. Mais pour ma part, voilà, c'est un 3 parce que ça reste quand même le Hobbit, ça reste quand même Tolkien, mais très clairement la high fantasy, soit ça passe, soit ça casse. Comparé à Witchwalker où ça reste quand même de la high fantasy, de la high romantasy, là, la high fantasy type Game of Thrones et comme ça passe pas pour moi. Ce qui est assez dommage, mais je vais quand même garder parce que d'une, j'adore le Hobbit, et de deux, c'est une très très belle édition. Après avoir lu un roman de high fantasy, je voulais changer et lire quelque chose un peu plus chill. Et j'ai donc décidé de lire Mad Majesty de Delinda Dane chez édition Hugo Roman, qui est donc le premier tome de sa nouvelle trilogie. Delinda Dane, c'est l'une de mes autrices françaises préférées de tous les temps. J'ai lu tous ses romans, en tout cas tous ceux qui ont été publiés chez Hugo Roman. J'ai lu la duologie Stairway to Heaven, donc Stairway to Heaven et Highway to Us. J'ai lu Scottish Rhapsody et j'ai lu Love Charlie. Et quand j'ai appris qu'elle allait sortir une saga autour de la royauté, évidemment que j'étais la première à l'acheter sur ma Kindle et à lire. Le truc c'est que j'ai Highway to Us, Stairway to Heaven et Scottish Rhapsody en poche. Il faut encore que j'achète Love Charlie en poche et je vais attendre que Mad Majesty sorte en poche évidemment pour l'acheter, même si en général je n'aime pas forcément acheter des romans que j'ai déjà lus, mais vu que c'est une autrice que j'aime beaucoup et qu'en général ces romans ne me déçoivent jamais, je compte l'acheter quand il sortira en poche. J'ai passé un très très bon moment autour de ce roman. Voilà, c'est un peu un frenemies to lovers, mariage arrangé / fake dating avec des personnages qui ont certains traumas, surtout notre personnage masculin qui a un trauma assez dur. En gros, on va alors j'ai plus trop les prénoms en tête, mais on va suivre notre protagoniste féminine qui vit avec sa mère, son père, sa soeur, son père qui est malade, qui je crois a la sclérose en plaques ou la leucémie, l'un des deux. Et là où sa sœur a été, où sa mère a envoyé sa sœur dans une école de bonne manière pour un jour se marier avec quelqu'un de très très riche, voilà, parce que elle est comme ça. Elle, notre protagoniste féminine, elle est plus du genre à aider les gens. Elle participe à des associations pour les sans-abri. Elle cherche à récolter de l'argent pour pouvoir aider son père. Et un beau jour, voilà, un beau jour, elle et sa famille sont invités un peu à la famille, avec la famille royale, tout ça parce que notre très cher prince, qui va devenir futur roi, doit se marier. Et les choses ne vont pas se passer comme prévu parce que notre protagoniste féminine se retrouve en fait embarquée dans un mariage arrangé entre elle et le prince, où le prince elle a dit c'est toi que je choisis. Voilà, tout simplement c'est toi que je choisis et je pourrais aider ton père, donc voilà, il faut que tu m'aides en même temps, juste le temps pour qu'on me lâche un peu la grappe. Et elle accepte parce que s'il peut aider son père, et ben tant mieux. Et le petit plus que j'ai aimé dans ce roman, c'est que en fait notre protagoniste féminine peut voir les auras. C'est pas un spoiler, hein, c'est même elle qui l'annonce. Et je trouve ça tellement original. Ça fait, je crois, depuis la saga Eternals de Alison Noël, il me semble, que j'ai lu au collège, que je n'avais pas vu ça. Et je trouve ça tellement original d'avoir une protagoniste sans univers de fantasy, sans univers de urban fantasy même, qui est capable de voir les auras. Et je trouve que ça rajoute un plus parce qu'elle peut facilement découvrir les sentiments des personnes sans forcément que... qu'ils disent ce qu'ils ressentent, et je trouve ça vachement bien. On a un protagoniste masculin qui peut paraître assez froid, qui est un peu genre oui il faut que tu fasses ça parce que bon voilà on doit faire semblant d'être futur marié, mais il a quand même un trauma à passer assez dur autour de l'armée, et je trouve ça tellement original. En fait c'est tellement des choses que j'ai pas l'habitude de lire dans les romances que ça m'a beaucoup plu. Voilà, j'ai quand même mis 4 sur 5 parce que ça n'a pas été le coup de cœur, mais j'aime toujours autant la plume de Delinda Dane. On est vraiment sur une romance contemporaine dans un style assez série télé The Wires, qui était l'une de mes séries
préféré de tous les temps jusqu'à qu'il l'annule, qu'il a arrêté sur un gros cliffhanger. J'étais là, ok. Donc j'ai vraiment trouvé cette vibe DC Royals que j'apprécie particulièrement, avec tout un plot quand même assez politique à côté, avec à propos de certaines lois et aussi autour de la maladie. Et je dois dire que j'ai assez pleuré, voilà, pour certaines choses. Il y a évidemment je t'aime mais je te déteste, je finis par t'apprécier, retournement de situation, boum, il se passe plein de choses, voilà. Et j'ai très hâte de lire le tome 2 qui va être Dark Majesty. Il y a le tome 3 qui va sortir aussi cette année qui s'appelle Fallen Majesty. Donc c'est une trilogie que j'ai très hâte de découvrir. J'ai adoré les personnages principaux autant que secondaires. Il n'y a pas eu de personnages en règle générale que j'ai vraiment détesté, mais c'est vraiment... Je sais pas, j'ai vraiment passé un très bon moment. J'ai voulu rester dans mon mood romance après Mad Majesty, donc j'ai lu Reckless de Aziz Silver, la chez édition Piactus, qui est le 4e tome de sa saga Chestnut Prince. Le tome 1 et 2 sont disponibles tous les deux chez édition BMR en français. C'est de la romance cowboy, et dans ce tome-là, on suit Théo Silva, il me semble, qui fait partie un peu de cette communauté de champions de... Vous savez, qui chevauche les taureaux. Et il a un jour un peu une one night stand, donc un coup d'un soir, avec, si je ne me trompe pas, Winter. C'est ça, Winter, la sœur de Summer, qui est notre protagoniste du premier tome. Et en fait, ce qui se passe, c'est que après Théo doit repartir en tournée. Et Winter apprend, c'est pas un spoil, hein, apprend, c'est dans les premiers chapitres, apprend qu'elle tombe enceinte. Voilà. Et à partir de là, la relation entre Théo et Winter va un peu se former. J'ai passé un très bon moment, je l'ai noté 4,5. Je l'ai noté 4,5 là où Powerless, qui est le tome 3, m'avait quand même assez déçu. Je crois que je l'avais noté 3,5, il me semble. J'avais pas passé un aussi bon moment que j'espérais, alors que Powerless c'est quand même le tome que beaucoup de gens préfèrent. J'ai quand même beaucoup plus apprécié Reckless. Je sais qu'il y en a qui sont pas énormément fans de la Unplanned Pregnancy Trope, mais pour ma part, moi ça m'a pas forcément gêné, et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait que le smut ne soit pas énormément présent dans ce roman. C'est-à-dire que le smut est quand même présent, mais vraiment après les 50% du livre, ce qui m'a assez plu parce qu'on était vraiment plus focus sur la relation et l'évolution de la relation entre Théo et Winter, ce qui m'a assez plu, et voir l'autre côté de Winter que je n'avais pas forcément vu dans le premier tome, que je n'avais pas forcément apprécié son personnage, mais en se rendant compte de tout ce qu'elle a vécu, parce qu'elle a quand même eu un passé assez dur avec des relations assez toxiques, incapable de dire forcément non, et avoir une mère qui était elle était très influencée par sa mère. Ça a quand même été bien de voir qu'en fait, avec l'aide de Théo, l'aide de sa sœur, qu'elle a un peu quand même une relation assez tendue, et les autres membres de la famille de Summer, sa nouvelle famille, de la voir un peu plus s'écouter, s'émerveiller et se sentir un peu plus à l'aise avec les gens, de s'ouvrir un peu plus à sa sœur, de s'ouvrir un peu plus à Théo et elle-même. Et j'aime beaucoup le personnage de Théo aussi parce que c'est quand même un peu un age gap, mais pas tant que ça. Mais j'ai beaucoup apprécié parce que c'est un jeune homme qui est prêt à assumer ses responsabilités, même s'il apprend que plus tard, qui est quand même prêt à assumer, accepter ses responsabilités, et qui a des scènes trop mignons avec sa fille, voilà, qui a des scènes mais juste vraiment juste adorables, aussi des scènes adorables avec Winter, et qui cherche à l'aider et à se sentir aimé. Et je trouve ça vraiment génial, j'ai vraiment adoré ce 4e tome. Il me reste que le dernier tome à lire au PS, et après j'aurai terminé Chestnut Prince, et je vais pouvoir soit enchaîner Wild Love, soit enchaîner Of the Races, qui est le premier tome de sa première saga. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas j'ai très hâte de terminer cette saga. Mais j'ai vraiment adoré ce 4e tome. Après la romance, je me suis dit, oui, bon, il y a la sortie de Onyx Storm ce mois-ci, hein. Ce serait quand même pas mal que tu sois un peu un jour avec The Empyrean. Donc bien évidemment, j'ai lu Iron Flame de Rebecca Yarros en anglais chez édition Piactus. Et laissez-moi vous dire que c'est un beau bébé de 786 pages. Là où j'ai adoré Four Twins, j'ai quand même eu du mal avec Iron Flame. Alors, j'ai adoré, mais je comprends pourquoi les gens avaient quand même un peu de mal. Je pense que l'autrice était trop dans le mood du rush, en fait, parce que les gens attendaient tellement la suite qu'elle s'est peut-être un petit peu trop rushée. Et c'est vrai que j'ai quand même pas mal d'avis assez négatifs, et je me suis dit, ouais, je sais pas ce que je vais en penser. C'était long. En fait, c'est ça, c'est la longueur. C'est la longueur du roman qui m'a presque mis dans un reading slump, genre dans une panne de lecture. Et c'est genre, je lisais, mais j'étais pas pressée en fait de prendre le livre et de le lire. Vous voyez, je me suis plus ou moins forcée à le lire et à le terminer. Et je peux pas mettre en dessous de 4 en fait, parce que j'ai quand même apprécié, j'ai quand même adoré retrouver Violette et Xedon.
et les autres personnages, savoir ce qui s'était passé surtout après la fin du tome 1, évidemment. Mais je trouve qu'il y a certains chapitres qui n'étaient pas forcément nécessaires. C'est-à-dire qu'il y a certains chapitres où on était à l'académie, évidemment, mais où 15, 16, 25, 30 pages, c'était vraiment tout sur l'histoire, c'était sur les cours et tout. Et c'était long, j'en voyais pas forcément la nécessité. Vous pouvez faire des chapitres où ça parle de cours, mais où c'est pas tout le cours en lui-même, vous voyez. Et je trouve ça assez dommage. Après, il y avait quand même beaucoup plus de personnages que dans Four Wings, donc c'était assez compliqué des fois de me retrouver à savoir qui était qui, surtout quand je faisais une pause et je me suis dit ok, je vais pas lire tout de suite, donc le reprendre et le lire en anglais et avec le cerveau que j'ai, c'est assez compliqué, mais je suis quand même arrivée à bout, j'ai quand même apprécié, j'ai quand même adoré, les personnages étaient vraiment cool, malgré le fait qu'il y en avait beaucoup. J'ai quand même retenu mes larmes plus d'une fois parce que bon, vous-même vous savez, quand Violette elle passe son épreuve et tout, torture, tout ça, vous savez. Mais non, franchement, j'ai quand même passé un très bon moment. Et la fin, j'étais là, j'ai fait ah ouais, ok, je m'y attendais, mais absolument pas du tout. Mais franchement, non, j'ai hâte quand même de lire Onyx Storm. Donc, il faut que j'attende qu'il sorte en petit format comme ça, ce qui va pas forcément être tout de suite. Donc, j'hésite à le prendre sur ma Kindle et au pire l'acheter plus tard en même temps que Four Wings pour avoir les couvertures et tout qui match. Mais c'est vrai que je suis pas forcément très pressée de lire Onyx Storm après avoir lu Iron Flame. Mais j'ai quand même passé un bon moment. Le tome 1 et 2 sont disponibles chez Hugo Roman dans la collection Romantaisie si vous voulez les lire. Mais c'est vrai que je comprends un peu pourquoi il y a eu une déception au niveau de ce tome 2. J'espère juste que le tome 3 ne sera pas une aussi grosse bricasse parce que je sais pas si j'arriverai à lire ou faut peut-être que je sois en vacances et beaucoup plus concentrée pour lire. Mais là, je me suis quand même un peu à la fois... J'avais hâte que ça se termine, mais d'un côté, j'en pouvais plus. Mais j'ai quand même passé un bon moment. Ma dernière lecture de janvier, j'ai voulu souffler un peu. En vrai, ma dernière lecture de janvier, c'était La Bête de l'Aquicorne. Mais avant ça, après Iron Flame, j'ai décidé de souffler un peu et j'ai donc lu Westwell. Je sais plus de qui c'est, mais chez les éditions Nox, qui est la nouvelle collection de Albin Michel, il me semble, qui est un peu une réécriture à la Roméo et Juliette dans cette vibe très Gossip Girl, New York, Upper East Side et tout ça, que j'ai écouté, ma foi, beaucoup apprécié puisque j'ai noté 4,5. C'est un roman que j'ai lu sur ma Kindle et que j'ai lu assez rapidement. Il y a... Alors, je suis allée voir, je crois que c'est des romans allemands, enfin c'est des romans Dutch, et il y a 3 tomes au total, plus un préquel sur la sœur et le frère de nos protagonistes principaux. Et écoutez, franchement, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je savais que j'ai pas lu de résumé, mais j'ai vu tellement de bons retours en fait sur les gens qui les avaient eu en SP que je me suis dit bon ben go le lire. Et en vrai, je m'attendais absolument pas à ça. Franchement, j'ai adoré les personnages. J'ai adoré cette ambiance très Gossip Girl, très Upper East Side, UP, tout ça, haute société. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. J'ai adoré la romance aussi, le fait qu'elle soit pas mise en place rapidement, mais qu'on ait vraiment une évolution autour de la relation entre nos deux protagonistes principaux, ce qui m'a assez plu. J'ai aussi aimé les personnages secondaires et le rôle important qu'ils avaient à jouer en fait dans l'histoire en règle générale. En gros, on suit, alors j'ai plus les prénoms, hein, je tiens à vous dire, je lis tellement de livres ces derniers temps que j'ai plus de prénoms. On suit notre personnage féminine qui en gros revient après 1 ou 2 ans d'internat en Angleterre à New York chez sa famille. Elle a été envoyée là-bas parce que sa sœur est décédée en fait avec son petit ami. Voilà, ils sont décédés après soi-disant une... Enfin, ils sont morts, hein, voilà, ils sont morts. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que un peu sa famille a été mise dans le chaîne, comme quoi c'était sa sœur qui était responsable de tout ça et tout, parce qu'elle, elle faisait plus partie de la classe moyenne comparée à son petit ami qui faisait plus partie de la classe supérieure. Et donc, notre protagoniste féminine a été envoyée en Angleterre, en internat, pour pouvoir souffler un peu aussi et pour voilà, ne pas forcément faire de bêtises, mais elle revient et elle est déterminée à savoir vraiment ce qui est vraiment arrivé à sa sœur et elle va faire la rencontre du frère, du petit ami de sa sœur qui est décédé. Voilà, et les deux vont pas forcément s'entendre hein, et leurs familles ne peuvent pas se voir, très clairement, c'est très typique Roméo et Juliette, et les deux vont quand même essayer de comprendre ce qui est arrivé à leurs frères et sœurs. Voilà, parce qu'il y a quand même autre chose qui se cache derrière toute cette haute société. C'est un peu un résumé bancal, mais j'espère que vous avez plus ou moins compris. Mais écoutez, j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers et je l'ai lu très rapidement. Franchement, je crois qu'en 3-4 jours, c'était bouclé. Et je dois dire que je me suis surpris parce que les chapitres étaient plus ou moins longs et parfois ça traînait un peu en longueur, mais ça m'a pas forcément ennuyé parce que ça m'a permis d'apprécier plus les personnages, d'apprécier leurs rêves, voir qu'ils sont pas forcément ce que les gens disent d'eux et d'avoir un regard nouveau sur ce qui est arrivé
sur l'événement tragique qui est arrivé. Mais franchement, j'ai quand même beaucoup apprécié. Il y avait ce côté assez suspense, thriller qui mélangeait vraiment la romance et ça m'a beaucoup plu. Donc ouais, franchement, Westworld, à lire. Donc voilà, c'était tout pour mon bilan lecture du mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu. La semaine prochaine, je crois que je vais faire une vidéo sur mes sagas en cours. Parce qu'après, je vais être en vacances, donc je vais pouvoir filmer un petit peu mieux mes vidéos. Mais voilà, la prochaine vidéo sera sur mes sagas en cours et je dois dire que j'en ai pas mal. Vraiment vraiment pas mal. Voilà, dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'aimerais savoir vous ce que vous avez lu en janvier, si on a des lectures communes et si vous avez lu les romans que j'ai lus moi, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et voilà, c'est tout. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!